Aquorbi a été créé il y a une douzaine d'années pour mettre en œuvre concrètement sur le terrain les principes qui résultent des réflexions qui ont été présentées dans deux parties précédentes de ces réflexions sur l'accès à l'eau. Et la principale de ces réflexions, c'est que si ces services de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène progressent aussi lentement dans le monde, la raison n'est pas avant tout une raison technique, ni avant tout une raison de pauvreté, une raison financière. La principale raison, c'est la difficulté pour les populations et leurs dirigeants à s'approprier la question, à s'impliquer pour faire et entretenir des services. Aquarbi n'a donc pas été créé pour réaliser, mais plutôt pour accompagner. La raison d'être d'Aquarbi n'est donc pas de créer des infrastructures, mais de créer des écotopes pour l'eau et l'assainissement, c'est-à-dire faire éclore localement un tissu de petites entreprises pour l'eau et l'assainissement qui soient professionnels, c'est-à-dire avec le même niveau de qualité et d'exigence que celui que nous voudrions chez nous, qui puissent vivre des flux financiers de ces relations commerciales avec les différents utilisateurs et se développer sans subvention parce que je ne crois pas en la possibilité d'un service de l'eau et encore moins un service de l'assainissement durable qui ne repose pas pour son fonctionnement quotidien sur des flux financiers locaux. Et ceci dans le respect de valeurs éthiques exigeantes parce que dans le monde de l'aide au développement, il y a des acteurs qui cherchent à en profiter et on les évitera. Comment travaille-t-on? Quelques mots-clés ici, identifier, former, faire faire, accompagner, identifier celles qui deviendront ces entreprises de l'eau et de l'assainissement, les former, faire faire, c'est-à-dire ne pas faire soi-même, mais faire avec elles pour qu'elles apprennent, les accompagner dans la durée, c'est rester avec elles suffisamment longtemps pour pouvoir répondre à leurs questions jusqu'à ce qu'elles deviennent indépendantes, techniquement et économiquement, et qu'elles soient à leur tour moteurs de développement dans leur pays. Les premiers projets d'Aquorbi ont été réalisés en Haïti, il y a un peu plus de 12 ans, en Haïti où le service de l'eau et de l'assainissement sont très mal développés. Pour vous donner une idée, à Port-au-Prince, la capitale, d'une part, il n'y a pas de réseau d'assainissement, et d'autre part, le réseau d'eau potable ne concerne qu'en gros un petit million d'habitants sur les 3 millions que compte la capitale, et encore, ce petit million d'habitants qui est raccordé au réseau peut-il rester parfois une semaine, 2 semaines sans eau? On a donc besoin de ressources alternatives, même quand on est branché au réseau. Et dans les campagnes du plateau central, le service de l'eau ressemble à ce que vous illustrent ces photos, et l'habitat est un habitat très pauvre, comme celle du milieu de cette vue. Notre partenaire en Haïti, c'est la Fraternité de l'Incarnation, une fraternité religieuse dont vous voyez ici le fondateur et toujours supérieur, Franklin Armand, qui est un homme extraordinaire, qui est un acteur important du développement dans son pays et qui réunit toutes les qualités dont j'ai fait mention tout à l'heure pour pouvoir être ces artisans du développement. Nous y avons installé avec Fraternité de l'Incarnation et maintenant une identité qu'on appelle Fraternité de l'eau, hein, qui est celle qui s'occupe de l'eau, une première usine dans la région d'Inche, qui est une usine de traitement d'eau par ultrafiltration qui prélève l'eau dans un petit lac, qui l'élève jusqu'à l'usine de traitement et la distribue à un kiosque pour que les publics puissent venir y chercher leur eau potable dans des conditions de qualité qui sont celles que nous exigerions. Moi, je bois de cette eau quand je vais en Haïti. Vous avez sur cette photo Gérald Jean-Baptiste, qui était à l'époque le directeur national de l'eau et qui vient visiter cette installation parce qu'elle lui semble très prometteuse pour le pays. Pendant ces 10 années de partenariat qui se prolongent encore aujourd'hui, car nous sommes toujours en lien avec
Fraternité de l'eau, nous avons formé, nous avons fait faire, nous avons accompagné. Vous avez ici Slim, qui est aujourd'hui directeur de Fraternité de l'eau, qui est en train d'apprendre son métier d'ingénierie de l'eau dans une entreprise en France qui a bien voulu l'héberger et lui apprendre surtout ce métier. Slim, dans les premières années de notre partenariat avec Fraternité de l'eau, a passé un total de 6 mois en France de formation, un investissement considérable. Vous voyez ici des collaborateurs d'Aqua-Orbi en mission en Haïti pour faire et enseigner à Fraternité de l'eau, Slim est ici un de ses collaborateurs, enseigner la conception et le montage d'usines, ici une unité d'ultrafiltration, ici l'énergie solaire, car les équipements installés peuvent fonctionner avec l'énergie solaire. 10 ans de présence, 10 ans d'accompagnement, donc, où petit à petit, Aqua-Orbi a fait de moins en moins et Fraternité de l'eau a fait de plus en plus par soi-même, si bien que on peut, au bout de ces 10 années, tirer ce bilan. L'autonomie technique et économique de Fraternité de l'eau est acquise, c'est-à-dire que la création de cette capacité à vivre de son métier de service de l'eau et de l'assainissement sans aide étrangère ni technique ni économique est acquise. Maîtrise de l'ingénierie et de la maintenance, Slim et son équipe aujourd'hui savent concevoir et réaliser et tester différents types d'unités de traitement d'eau, ici par ultrafiltration, ici par osmose inverse. Ils savent également faire du traitement avec filtration et désinfection sur sable, bien sûr. Des petits systèmes collectifs d'eau potable avec un réseau, une usine, des réservoirs, des points de distribution. Son équipe sait en faire la conception, en assurer la maîtrise d'œuvre et ensuite en assurer la gestion ou transférer la gestion à une organisation communautaire et l'accompagner pour qu'elle puisse trouver elle-même son autonomie. Voici une illustration ici de ces petits systèmes dans un village. C'est le premier que nous avons équipé qui s'appelle Darles-les-Grands. Ici l'usine, l'énergie solaire qui fait fonctionner l'usine et le réseau, des écoliers qui viennent acheter de l'eau. Ici une borne fontaine dans l'école, qui est un des points de distribution de ce mini-réseau. Également autonome pour ce qui est des systèmes d'assainissement. Je vous l'ai dit, nous ne concevons pas un service de l'eau qui ne soit pas accompagné de services de l'assainissement, et le service de l'assainissement est toujours accompagné de l'hygiène. Ici, un dispositif de lavage des mains systématiquement installé en même temps que sont installées les latrines, et ce dispositif de lavage des mains a été conçu et est réalisé par Slim avec des artisans et son équipe. Ici, une latrine individuelle chez un habitant, ici une latrine collective pour une école. Et je peux vous affirmer, pour l'avoir expérimenté, que ces latrines sont très propres, il n'y a pas une odeur, elles sont vidangeables et les produits sont compostables, elles sont donc durables et les habitants, utilisateurs en sont extrêmement ravis et en prennent grand soin. Donc, maîtrise de l'ingénierie et de la maintenance, à la fois des systèmes de production d'eau potable, de distribution d'eau potable, d'assainissement autonome, mais également maîtrise de la qualité. L'un des premiers équipements que nous avons fait là-bas avec Fraternité de l'eau, c'est un atelier de montage. Et cet atelier de montage permet non seulement de monter les unités de traitement, mais aussi de les tester, de façon à ce qu'on soit sûr de leur qualité et de la qualité de l'eau traitée. Et également, un des autres investissements faits dans les toutes premières années, et formation qui l'accompagne, c'est celui d'un laboratoire d'analyse de l'eau potable. Vous voyez ici un opérateur qui a été formé, qui est en train de faire des analyses. Autrement dit, l'eau qui est produite et gérée par Fraternité de l'eau est une eau absolument contrôlée en matière de qualité et de potabilité. J'en bois sans aucune appréhension.
et tous les visiteurs qui rendent visite à la Fraternité de l'eau et au Petit Frère de l'Incarnation font de même. L'autonomie technique et économique est acquise, et également l'autonomie en termes de communication et de visibilité qui vont avec pour faire école. Parce que le but de ces écotopes, c'est d'essaimer, c'est que d'autres puissent ensuite naître et que se diffuse cette forme de développement du service. Vous voyez ici sur cette photo Franklin Armand, le fondateur des PFI, avec Michel Martelly, président de la République, le président qui précède le président actuel, et ici Didier Lebret, qui à l'époque était ambassadeur de France en Haïti. Ici Slim en train de faire visiter au Premier ministre Marc Lamotte l'atelier de montage où il a terminé le montage d'une unité d'ultrafiltration capable de produire 20 000 litres d'eau parfaitement potable par jour, 20 mètres cubes par jour. Ici, vous voyez le président René Préval, qui était le président en exercice au moment du tremblement de terre, qui félicite un de nos collaborateurs après avoir eu connaissance de ce qu'il faisait, et notamment de la création de cette usine de Pont-Diessou. Ici, je vous montre quelques photos de réalisation technique un peu complexes qui ont été faites par la Fraternité de l'eau, notamment une prise en lac, ici dans le village de Tira-Mouskadi. Donc, au cours de ces 10 ans, eh bien, Fraternité de l'eau a réalisé nombre d'équipements d'eau ou d'assainissement dans l'ensemble des villages qui sont ici indiqués. Je ne vais pas vous les détailler, ça serait un petit peu long. Et nous continuons à être en contact avec nos amis là-bas, mais ils n'ont plus besoin de nous. Donc nos missions se sont beaucoup espacées et nous sommes en relation beaucoup par visioconférence, une fois par mois, à d'autres rythmes si c'est jugé nécessaire, avec Slim, non pas tant pour résoudre ses problèmes, mais pour réfléchir avec lui. Il est devenu autonome. Alors après Haïti, je voudrais maintenant vous parler du Cambodge. Haïti, c'était notre première expérience. Le Cambodge, c'est tout récent. Hein. Nous venons de commencer l'année dernière un partenariat pour y développer le même type de projet qu'on a développé en Haïti. Il s'agit, avec nos partenaires et amis cambodgiens, d'équiper en eau et assainissement des villages lacustres autour du lac Tonlé Sap. Alors ça mérite quelques minutes de parler de ce lac extraordinaire qui, d'une part, modèle une partie de la culture du Cambodge, les temples d'Angkor et la ville d'Angkor Thom, qui a compté jusqu'à 1 million d'habitants au tournant du premier millénaire, doivent en particulier leur richesse au lac Tonlé Sap. Les extraordinaires travaux hydrauliques faits par les ingénieurs de l'époque ont permis l'alimentation de la ville, des agriculteurs et de la production nécessaire à tous ses habitants. Mais le lac Tonlé Sap est aussi un poumon économique du pays ou un poumon hydraulique. C'est un vase d'expansion naturelle du Mékong. Quand le Mékong est en basse eau, le lac se vide et alimente le fleuve. Le lac devient alors assez petit, il représente moins de 2% de la surface du pays, sa profondeur est d'1 mètre à peu près. Mais quand le Mékong voit son débit augmenter et qu'il passe en hautes eaux, c'est lui qui va remplir le lac. Avec des débits absolument prodigieux, le débit qui va alimenter le lac est de 10 000 m3 par seconde, c'est-à-dire 6 fois le débit du Rhône à Arles. Et quand le lac atteint sa hauteur maximum, eh bien, son volume est 80 fois supérieur au volume qu'il avait en basse eau, et sa profondeur est d'environ 10 mètres. Grâce à ces particularités extraordinaires, le Tonlé Sap est également un poumon économique du pays. D'une part pour son agriculture, à cause du régime de crue-décrue, et d'autre part parce que une grande partie de l'alimentation en protéines du pays vient de la pêche sur le lac Tonlé Sap. Autour du lac Tonlé Sap vit environ 20% de la population du Cambodge, en une multitude de
de petites villes ou villages qui peuvent compter jusqu'à quelques milliers d'habitants. Et ces habitants vivent soit sur des maisons sur pilotis, soit sur des maisons flottantes dans le lac lui-même. Vous voyez ici sur la gauche des villages sur pilotis, en saison sèche. Ils sont perchés sur des poteaux qui font 8 mètres de haut, et puis là, des villages flottants qui vivent sur le lac et montent et descendent avec le lac, voire même se déplacent, car ils sont capables de bouger pour aller vers des lieux qui leur paraissent les plus propices à chaque époque de l'année. Alors vous imaginez bien que dans ces conditions, la création de services d'eau et de l'assainissement, c'est très complexe. Vous voyez en saison sèche à quoi ressemblent ces villages. Eh bien, lorsque les eaux montent, l'eau qui n'apparaissait pas sur ce paysage monte jusqu'au niveau de cette flèche. On voit ici la limite entre la partie brune du poteau, celle qui est dans l'eau, et la partie encore claire qui est hors de l'eau. Et voilà à quoi ils ressemblent, ces villages en période de haute eau. Un réseau qui est donc capable de vivre avec une telle variation de niveau d'eau, c'est très compliqué. Et pour l'assainissement, encore davantage que pour l'eau potable. C'est pourquoi il n'y a pas de solution aujourd'hui développée au Cambodge pour toutes ces populations. Notre partenaire au Cambodge, c'est Ekson Chan. Ekson Chan est un homme extraordinaire qui a été directeur général de la Régie des eaux de Phnom Penh pendant 20 ans et a conduit cette société d'eau à devenir aujourd'hui une référence dans le monde. Référence aussi bien pour la qualité de son service que pour son efficacité, ce qui permet à cette société remarquable de donner accès à l'eau potable à tous les habitants de l'agglomération de Phnom Penh, cette grande capitale, et à un prix suffisamment bas pour que tout le monde puisse avoir accès et bénéficier de ce service. Ekson Chan a choisi Kevin et Erika comme chefs de projet. Nous sommes très régulièrement en contact avec eux par visioconférence parce qu'au cours de l'année précédente, on n'a pas pu aller sur place du fait des restrictions liées à la pandémie, mais ils sont très efficaces et les projets avancent bien. Nous travaillons aussi avec Son Soke. Son Soke est un ingénieur hydraulicien qui assure la maîtrise d'œuvre des projets et puis nous apporte tout son savoir technique. Enfin, vous voyez ici sur cette photo une réunion avec l'équipe projet au Cambodge, au cours de laquelle nous envisageons à la fois le programme, mais aussi les solutions techniques qui soient adaptées au contexte du Cambodge, ce qu'on peut y trouver, mais aussi adaptées aux besoins et aux attentes culturelles des villageois, parce que, comme on a pu le dire, la question de l'appropriation par les communautés est presque plus importante que la question de la solution technique. Cette vue montre des premiers travaux réalisés dans la commune de Phnom Chat, qui est située à l'ouest du Cambodge, tout près de la frontière thaïlandaise. Alors c'est la seule commune parmi celles dans lesquelles nous travaillons qui ne soit pas inondable. Et on voit ici des travaux d'assainissement qui sont quasiment terminés, si bien qu'aujourd'hui tous les villageois de cette commune un peu particulière parce qu'elle a été créée pour permettre aux invalides de guerre de la période noire du Cambodge de pouvoir vivre du travail des terres avec leurs familles. Les travaux dans les villages lacustres n'ont pas encore commencé, mais les projets, eux, ont commencé. Sur ces vues, vous voyez des visites de terrain. Alors bien sûr, pour les villages flottants, on s'y rend en bateau. Nous avons rencontré des villageois pour pouvoir évoquer avec eux leur implication, ce que ça représenterait pour eux de pouvoir ensuite prendre en charge ces différents équipements et puis écouter leurs attentes. Nous n'avons pas encore commencé les travaux dans les villages lacustres, en particulier parce que nous avons été freinés par la pandémie. J'espère que lors d'une prochaine présentation, je pourrai vous montrer des réalisations. Pour ce qui est du traitement de l'eau, par exemple, ce que nous envisageons, ce sont des usines flottantes pour les villages
flottants, des usines par ultrafiltration qui traiteront directement l'eau du Tonlé Sap. En conclusion de ces réflexions partagées avec vous sur la question de l'accès à l'eau et à travers les exemples vécus par Accourbie, je voudrais vous demander de retenir un point. C'est que formation, accompagnement, ingénierie sociale sont la condition sine qua non de durabilité. Cela signifie qu'il faut passer du temps avec les bénéficiaires, avec les gestionnaires des services, avec les entreprises pour qu'elles s'approprient et s'impliquent dans la délivrance du service. Alors, ce temps de formation, d'accompagnement, d'ingénierie sociale est très long, très très long, très exigeant en temps passé et donc très coûteux. Mais ce coût et ce temps passé ne se voient pas. C'est donc très peu spectaculaire, très peu émouvant, c'est pas cela qui va mobiliser les foules, ni même les donateurs, donc c'est moins efficace auprès des donateurs. Les donateurs attendent des réalisations, ils attendent de voir que des choses ont été faites. Et de la même manière, les institutions de financement international sont évaluées sur leur capacité à faire. Un des instruments de mesure, c'est combien elles ont dépensé. Et non pas, est-ce que ce que vous avez réalisé est durable et s'inscrit réellement dans le temps long du développement. C'est très difficile à mesurer. Et pourtant, c'est là l'essentiel. La durabilité tient avant tout à ce temps passé à accompagner pour l'appropriation des services bien davantage que sur des choix techniques ou sur l'apport de financement. Voilà, j'espère vous avoir fait partager ce qui fait battre le cœur d'Accourbie et ce qui sous-tend les principes de son action. J'espère que vous les partagez et puis que vous serez vous-même des porteurs de réflexion pour faire avancer la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement et à l'hygiène de manière vraiment durable. Et il me reste à vous dire merci.